Alors sur le premier hommage, donc c'est Jacques, donc président de l'IMDR, donc a fait la préface de l'ouvrage pour donner la perspective générale. Après, je vous avais dit donc deux parties. Une première partie, un état de l'art des métiers du risque, et une deuxième partie sur quelques challenges pour le management des risques. Donc dans la première partie, on a 9 chapitres. Donc le premier, c'est un peu, on va démarrer par le démarrage. Donc c'était les syndics. Donc là, bien sûr, c'est Guy qui a fait ce chapitre. Sur la sûreté de fonctionnement des systèmes techniques. Donc on a Jean-Pierre Signoret, donc qui a travaillé CEA, Total et qui est maintenant Total professeur associé. Au passage, Jean-Pierre, je crois qu'il doit être à peu près à 50 000 téléchargements de chapitres sur son ouvrage sur la dependability des systèmes de production. C'est quand même pas mal, c'est quand même un sacré score. Gilles Tingléo, donc ancien chercheur à l'STP, et Marcel Chevalier, qui est le référent dependability chez Schneider Electric. Bon, il y a un mot analytique, je sais, dans la fonction de Marcel, mais je ne sais plus exactement. Voilà. La maîtrise des risques des systèmes sociotechniques, André Lannoy, donc André ici présent, donc qui a, pour moi, André est la personne qui a un des premiers à importer en France le concept d'analyse de risque, au moins en tout cas dans le domaine nucléaire. Et Guy c'est la personne qui a mis en place la maîtrise des risques à la RATP. Donc, ils nous ont parlé de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le frère et la sœur jumelle entre la sûreté de fonctionnement et la maîtrise des risques, entre les probas, les conséquences. Donc, j'ai bien aimé la rédaction des chapitres et ce qu'on pouvait comprendre des objectifs de la sûreté de fonctionnement et de ceux de la maîtrise des risques. Donc, on voit finalement que c'est presque... Les deux sont indissociables, mais on peut identifier finalement deux métiers potentiels. Le management des risques projets, donc là qui a été fait par Loïc Chang, qui est le référent management de projet au sein de LGM. Les risques assurables, donc qui a été fait. Donc ça, c'était des invités qui venaient quand on avait des questions particulières. Donc Johnny Merlot, c'est alors quand il a écrit le chapitre, il était directeur des assurances du groupe Orange. Maintenant, il est à la retraite. Alexis Garatti, donc qui est le climate risk. Non, si c'est ça. Qui est le Climate Risk Manager de Allianz Trade. Allianz Trade, c'est l'assurance crédit du groupe Allianz. Et voilà, j'ai travaillé avec eux là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, si vous voulez, c'est que Johnny lui a mis vraiment l'approche traditionnelle, comment on gère une stratégie de couverture des risques dans un grand groupe. Alexis, lui, a mis un peu la vision en disant voilà comment ça risque de se passer demain compte tenu des petites problématiques de réchauffement climatique que l'on a, quoi. Un chapitre donc, a été fait par la compliance, donc forcément par Emmanuel Lardeux, donc, du groupe Air Liquide, et qui est maintenant donc, responsable de la compliance au sein du groupe Air Liquide. Alors, la gestion préventive des risques et de la continuité des crises et de la continuité d'activité. Donc ça, c'était pas prévu initialement qu'on le fasse avec Gilles, mais finalement on l'a fait. Donc là, vous savez, dans le domaine normatif, on a d'un côté la gestion de crise et d'un côté la gestion, la continuité d'activité. Nous, on a fait en sorte de présenter une forme un peu intégrée avec en cœur de système la continuité d'activité et de gérer la crise comme ça. Mais on est aussi pris un petit recul parce qu'une fois un prof m'avait dit, en fait, on constate de plus en plus de crises. Il constatait qu'il y avait une absence de prise d'intérêt des sciences de gestion de la part pour la gestion de crise. Et finalement, on a mis ça aussi, la gestion de crise, dans un cadre de la gestion globale des risques, c'est-à-dire en ayant une approche, si possible, proactive et préactive des risques, sachant que ce n'est pas facile vu le monde dans lequel on est, mais on a proposé ça dans ce sens-là. Le chapitre après, avec Laurent Magne, donc, qui est le directeur de l'ERM du groupe EDF. Et donc, là, on est dans le côté ERM, COSO, mais les conclusions intéressantes avec les grands enjeux qui se posent aujourd'hui, on en parlait ce matin,
avec la prise en compte des problématiques d'atténuation, d'adaptation, des comment on va faire travailler l'ingénierie avec toutes ces nouvelles, ce nouveau cadre et ces nouvelles exigences qui se dessinent. Donc, c'est des enjeux importants au niveau de direction des risques. Et enfin, le management des risques. Là, c'est plus une approche académique parce que, mais alors, on ne pouvait pas parler de tous les sujets de la recherche du management des risques. Là, j'ai fait un focus, si vous voulez, pour faire remarquer. Vous savez, en sciences de décision, il y a Simon, il avait mis deux grandes trajectoires, les décisions programmables et les décisions non programmables. En fait, on peut s'apercevoir qu'on est quand même dans notre monde d'ingénierie, on va dire, entre les réglementations, les normes, on en a parlé, les règles d'entreprise, etc. On est sur une avalanche de textes qui fixent en fait finalement des décisions programmables de ce qu'on va faire. Nous, dans notre monde de gestion des risques, quand vous avez quelqu'un qui est en face de sa planche de travail où il travaille sur l'estimation des probabilités, l'estimation des conséquences, etc., c'est des choses qui sont quand même très non programmables. Il a un cas particulier à gérer, en fait. Et là, on a aujourd'hui, je trouve, une asymétrie totale entre les outils disponibles pour des propriétaires de risque. Hein, là, je suis au niveau concret, hein, mais l'écart complet qu'il y a entre tout ce qui est outils pour des décisions programmables et au contraire le manque d'outillage pour prendre des décisions non programmables, justement, en accord avec la règle d'entreprise, profil de risque, etc. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc, qui ouvre pour des challenges. Bien entendu, on ne pouvait pas ne pas parler des facteurs humains. Donc là, j'ai demandé à Jean-François Vautier, donc du CEA, s'il voulait bien faire un chapitre là-dessus, et il a bien voulu, donc après, juste après moi, là, peut-être pas juste, je crois qu'il y a Emmanuel au début, mais nous présenter en fait ce qu'il a mis dans son chapitre, et lui, les challenges qu'il voit justement, et justement pour les facteurs humains et organisationnels. Quelles évolutions et perspectives. Prospective écologique et technologique dynamique. Ça, cet article, je l'ai fait avec Gilles donc de l'ESTP. Ça, c'est un travail qu'on a fait de notre équipe. Mais c'est un travail qui vient d'un autre travail qu'on a fait avant avec Jean-Pierre Signoret et Marcel Chevalier, qui est de se dire aujourd'hui, en fait, qu'il nous manque des outils au niveau de la sûreté de fonctionnement pour prendre en compte les exigences, qu'elles soient au niveau du système technique, socio-technique, socio-économique, socio-écologique. Sachant que quand on travaille avec Jean-Pierre et Marcel, on s'affranchit des normes. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la norme nous dit qu'on ne doit pas s'intéresser à l'environnement que ça n'intéresse pas. Parce que là, on ne peut pas s'occuper de safety ni de security. Donc, on essaie d'avoir une approche holistique en s'affranchissant un peu de tout ça. Et donc, on a trouvé dans cet outil-là de prospective, finalement, un outil assez puissant qui peut nous emmener finalement à définir même des exigences aux différents niveaux système. Interaction entre les exigences. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut l'appliquer à des problématiques qui impliquent des problèmes d'ingénierie, mais aussi si on veut intégrer notamment des problèmes type écologique, atténuation du changement climatique ou adaptation. Modéliser la décision multicritère pour le management des risques. Donc là, bien entendu, là j'ai proposé, c'est François Baudouin, donc de la R&D d'EDF Chatou, donc qui excelle dans ce monde-là, et donc il a bien voulu faire un chapitre dans ce domaine-là. Donc là, on travaille avec les préférences des décideurs en matière de risque. C'est d'autres techniques qui peuvent être utilisées en sûreté de fonctionnement, par exemple. Mais il y a d'autres applications aussi qui existent. La sûreté de fonctionnement soutenable ou Sustainable Dependability, donc ça, c'était un travail du GTR. Une fois qu'on avait fini la première partie, donc qui a impliqué essentiellement les auteurs présents là. Il y a eu des personnes invitées, notamment Michel qui est venu, Giraudot de temps en temps. L'idée, elle est simple, de la sûreté de fonctionnement soutenable, c'est de dire la sûreté de fonctionnement, c'est une discipline qui est assez extraordinaire. Si vous voulez. C'est qu'elle a évolué depuis l'après-guerre avec la fiabilité. C'est une discipline qui a intégré plein de critères d'évaluation, disponibilité, maintenabilité, la maintenance avec le SLI. Et ce type de mesure-là s'applique à toutes les types d'industries.
Ça peut s'appliquer à l'automobile, ça s'applique à l'aéronautique, et l'IMDR est le parfait exemple où il y a toutes ces industries différentes qui utilisent la même base conceptuelle. Mais le cœur du sujet, et ça en échangeant avec Jean-Pierre, c'est qu'on se rend compte en fait que si on veut que le système il fasse la finalité pour laquelle il est prévu, en fait, il faut qu'il intègre ces exigences en fait dès l'échelle des composants. Et donc, on a travaillé à l'inverse de la CSRD, des ESRS, etc., qui disent voilà ce qu'il faut faire. En fait, on a travaillé au niveau du système technique pur en disant est-ce que je peux, moi, que j'ai à concevoir ce système technique-là, le rendre soutenable d'un point de vue écologique tout de suite. Voilà. Donc, en prenant. Alors, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas, mais en tout cas, on a essayé dans un premier temps de poser les dimensions du problème. Et il y en a beaucoup. J'avoue que ce n'est pas simple. Mais au moins, on les a posées comme ça. Donc, c'est l'idée. C'est-à-dire que les systèmes techniques embarquent avec eux leurs propriétés de soutenabilité. Il n'y a rien à voir avec la durabilité, d'un point de vue, parce que la durabilité, c'est le temps de vie utile des systèmes. Voilà. Toc. Et après, c'est un chapitre donc, qui a été fait avec Patrice Rodriguez de Thales pour une architecture et une ingénierie des systèmes sûrs et soutenables. Donc ça, bah, écoutez, j'encourage à le lire. C'est une approche où Patrice a essayé de mettre en rapport un peu les enjeux en garde architecture système, ingénierie système, la sûreté de fonctionnement, la maîtrise des risques. Mais l'idée, c'est qu'on puisse faire descendre la partie ERM, qui en général a des exigences de très haut niveau, à l'échelle des projets, en fait, pour parler le même langage en termes de gouvernance et de pouvoir intégrer les préférences des entreprises, que ce soit financières ou extra-financières. Et avec l'enjeu aussi qui a été posé, il y a deux petits cercles dans le modèle qu'il a fait. Il y a l'IA et l'IH, c'est-à-dire intelligence humaine, intelligence artificielle. Donc tout ça, comment demain va pouvoir collaborer. C'est une approche un peu prospective voilà, de ce qui peut arriver pour l'ingénierie. L'autre chapitre, donc de l'architecture du risque au Risk Appetite Framework. Donc là, il y a eu pas mal d'auteurs. Ce qu'on a voulu décomposer le problème, c'est un peu le sujet. Ça, c'était le projet dont je vous ai parlé au départ, qui était le projet RID. Donc dedans, il y a Gilles de l'STP, donc Frédéric Gall, qui était lui notre pilote de projet au sein de Bouygues Construction et qui est passé entre-temps, donc c'est le patron de l'ingénierie du digital et de l'environnement de Bouygues UK. Olivier Piron, donc lui, il est responsable il gère des portefeuilles de projets dans une grosse BU au sein de Bibat Île-de-France qui fabrique les gros ouvrages publics de bâtiments qu'on a en Île-de-France, type palais de justice, ce genre de choses. Et enfin, Thomas Mathieu, qui lui est directeur de projet Europe chez Bouygues Construction. Et donc là, on explique voilà ce qu'on a fait pour que. On a considéré, si vous voulez, l'entreprise comme un système complexe. Je ne vous dis pas comme c'est complexe, en fait, une entreprise de construction. Il y a des interactions de tous les côtés. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est de restituer le risque à chaque échelle de gestion. C'est-à-dire, ce n'est pas une matrice qui tombe du corporate en disant c'est quoi le risque de notoriété de Bouygues si tu fais mal les choses, parce que d'un point de vue, il ne peut pas répondre à la question, le chef de projet, c'est trop compliqué. Donc, on prend les risques de chaque personne, de chaque propriétaire de risque, mais à chaque échelle. Donc, dans une équipe, dans une BU projet, c'est le directeur, c'est le responsable des études techniques, le responsable des études prix, le responsable BIM, etc. C'est vraiment des opérationnels sur les projets. Après, on a le chargé d'affaires ou le chef de projet, le responsable le directeur de projet qui gère 3-4 projets, un responsable de BU, un responsable de filiale, et après l'intégration des filiales. Et donc, chaque personne, après à son niveau, a le risque en fonction de son échelle d'intervention. Donc, c'est sûr qu'après, quand on est avec patron de filiale, on ne va pas lui envoyer la somme des X risques de tous les projets que tous les projets à gérer. Ce n'est pas possible, c'est illisible. Donc, c'est de restituer le risque à chaque personne en fonction de leur objectif. Et Vincent Gaillard, c'est un ancien voisin qui était jusque-là. C'est l'ancien directeur financier de la Société du Grand Paris et qui est devenu, entre-temps, qui a pris la direction financière d'une start-up importante qui fait des bornes électriques aujourd'hui, Electra. Et avec lui, si vous voulez, le travail, ça a été de dire, la difficulté des sociétés non financières, c'est qu'on ne peut pas... oui, par exemple, quand j'ai présenté les comptes ce matin, il n'y a pas une ligne risque temps. On ne peut pas le mettre.
il y a une ligne potentiellement provision pour risque et charge, mais c'est une ligne qui sert à renseigner des chiffres une fois que les événements sont générés. Parce que dans notre monde à nous, on n'appelle plus ça des risques. C'est ou des sinistres ou des pertes. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre dans les comptabilités des entreprises non financières le risque. Donc pour ça, on a travaillé sur un modèle de hors-bilan. Donc on présente là dans l'ouvrage pour montrer comment on peut financer ce risque. Mais comme je ne peux pas le financer par le bilan classique, j'utilise un modèle de hors-bilan. Par phase, ça coûte beaucoup moins cher que de créer des captives, etc. Et en fait, ça marche très bien. Et pour finir, non, pas encore pour finir, les enjeux de confiance dans l'IA. Donc là, bien entendu, j'avais demandé à Emmanuel Arbaletier si vous voulez travailler là-dessus de Airbus Protect. Et on a demandé aussi, parce qu'il y a un an, à la dernière AG, on en a parlé ce matin, on était chez Thales. Et moi, j'avoue que j'avais été assez bluffé de la présentation qu'avait fait de l'IA de Juliette Mattioli. Et si j'ai bien compris, c'est la référente IA de chez Thales, qui montrait, voilà, on n'était pas dans l'IA générative, où elle nous a montré que l'IA, en fait, existe depuis des décennies. Moi, je me souviens du bouquin de Simon, François, 1962, The New Science of Decision Management. On avait déjà l'IA dans les années 60. Donc, en fait, c'est un processus, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça accélère fort, mais c'est quand même un processus lent. Il y a plein de modèles. Les modèles dont va parler François tout à l'heure, c'est des modèles d'IA, quelque part. Donc, voilà, ils ont tous les deux travaillé sur ce chapitre des enjeux de confiance dans l'IA, et notamment de l'IA Act, mais pas que, avec des modèles d'ingénierie, voilà, où on n'est plus du tout maintenant dans le cycle en V. Voilà. Et enfin, alors au début, c'était l'IA qui finissait. Là, j'ai un peu changé. C'est mon rôle de coordination. Après, c'est peut-être mon côté STP, enseignant-chercheur, mais je trouve fondamentalement que s'il y a un enjeu de taille et un challenge de taille, c'est les enjeux de la formation au management des risques. On parlait tout à l'heure qu'on a mis, grâce à Jean-François, on a mis en relation l'EFNOR avec quelqu'un de l'ENSAM. Moi, ce master, je l'ai fait il y a 20 ans. Bon. Vous prenez le nombre d'heures de cours il y a 20 ans, vous prenez le nombre d'heures de cours aujourd'hui, il n'a pas changé. Hein. C'est le même. Par contre, le nombre de sujets, c'est plus tout à fait le même quand même. Donc aujourd'hui, organiser une formation sur du management global des risques d'entreprise avec le nombre d'heures de cours, c'est un challenge énorme. En plus, si on veut être compatible, RNCP, etc., etc. Donc là, j'ai demandé à Laurent Dehoucq de l'ENS de Rennes, qui est notre directeur scientifique, président du comité scientifique de l'IMDR, à Marc Lassagne de l'ENSAM et Najat, s'ils voulaient bien faire un chapitre là-dessus. Et donc, ils ont écrit pour quand même, ils viennent d'avoir les résultats vous savez, ils sont évalués chaque année. Et ils viennent d'avoir encore une fois, pour la 12e année consécutive, la meilleure formation en France, master spécialisé et MBA, tout confondu. Ce qui ne devient pas normal, de mon point de vue. T'es d'accord, François? Ça devient un peu trop. Ça va faire comme le poulet avec. Tu vois, c'est. Ouais, voilà. C'est. Donc voilà, en tout cas, voilà, brillant quand même. Et la conclusion générale, j'en parlais tout à l'heure, voilà, j'ai demandé au professeur Bunier s'il voulait bien conclure. Alors, ce qui est un peu étonnant avec Munier, c'est que j'ai aussi travaillé quand même un petit peu avec lui entre-temps, pas pour le projet, mais si vous voulez, le modèle de base de Munier, si vous voulez, on est dans les années 2000, même avant les années 2000, c'est lui qui crée en France probablement les premières formations dans le domaine du management des risques, hein, avec un master recherche à l'ENS, Cachan, qui a après traversé la rue, et le master spécialisé, management global des risques, ce qui était assez novateur à l'époque. Quand on regarde et si vous voulez, Bertrand Munier, il a travaillé avec Lemoigne à Aix. Ils avaient créé le GRAS, le groupe de recherche sur l'analyse de systèmes et le calcul économique. Donc, si vous voulez, Munier, dans sa réflexion, il a toujours associé la complexité et le risque aussi. Et dans son modèle, lui, il a utilisé le modèle de résolution de problèmes complexes de Simon.
dont on parle dans le fameux ouvrage dont je parlais tout à l'heure de 62. Et quand on regarde en fait le modèle qu'il utilise, en fait, c'est le modèle de l'OID. Donc ça, Jean-François, je crois que tu connais parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, qui est le modèle en 12 niveaux en fait des systèmes complexes. Et ce qui est étonnant, c'est que lui, il utilise ça pour les modèles de gestion des risques d'entreprise, on va dire d'organisation. Et on a plein d'exemples dans la littérature avec Penalva du CEA euh, qui l'ont utilisé. Et puis même, c'est la manière dont on segmente aujourd'hui en architecture système avec les niveaux, niveau opérationnel, niveau fonctionnel et niveau organique. En fait, c'est exactement la même structure, sauf que les mots sont différents. Mais en fait, ils ont les mêmes modèles, en fait. Que ce soit en management des risques, on va dire, personnes, et de management et l'organisation des machines, en fait. Donc voilà, il conclut cet ouvrage-là. Voilà, ben écoutez, sur ces mots, si vous êtes, on peut donner quelques exemples. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu? Alors, comme on dit en vente dans toutes les bonnes librairies, hein. Je suis pas motif. Vous travaillez dans quel domaine, vous, pour situer à peu près? Mais où? Mais où? Ah, ok, très bien. Non, moi, écoutez, je suis pas du tout choqué par ce que vous dites, hein, Donc, moi, si je raisonne, je vais faire une réponse enseignant-chercheur. Ça, pour moi, alors, j'allais dire quand on va être audité par l'HERS, ça se trouve, ils viennent de l'arrêter, donc on ne sera pas audité par eux, mais bon, peut-être ils vont être remplacés. Ça vaut, ça compte pas, en fait, hein, dans ce qu'on va faire en publication scientifique. C'est de la valorisation, on va dire, comme vous êtes au ministère de la Justice, si vous parlez avec eux au ministère de l'Éducation, comme ça, si vous voulez, ça a de la valeur, c'est de la communication au niveau système socio-économique. C'est plutôt bien vu, si vous voulez. Ça montre que vous n'êtes pas dans votre sphère de chercheur, etc. Mais scientifiquement, ça vaut rien. Si vous voulez, c'est pas un article publié dans une revue à comité de lecture. Ensuite, quand on a, si vous voulez, dans le choix de l'éditeur, c'est déjà une partie de la réponse par rapport à ce que vous avez dit, si vous voulez. C'est que nous, chercheurs, si vous voulez, on aurait mis ça chez Springer. C'est plutôt un bon éditeur. L'ouvrage aurait coûté 150 euros. On en aurait vendu 5. Et voilà, nous, on aura affiché, on a publié un ouvrage chez Springer. Là, on l'a affiché. C'est pour ça que ça a pris du temps à être édité, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça a été bien cette rencontre avec l'AFNOR et Christophe. C'est que, voilà, là, on se retrouve avec un ouvrage qui est quand même 366 pages, je crois. Voilà. 30 euros, virgule, quelque chose. Après, vous avez vos critères de décision, mais je trouve qu'en termes d'effort de communication et d'ouverture, c'est pas mal.
Oui, par exemple, il y a des librairies type. Alors, Erol, c'est vrai qu'à Paris, c'est plutôt des ouvrages techniques, etc. Après, non plus, c'est pas des ouvrages. Bon, ouais, c'est des ouvrages de cours. Bon, c'est assez grand public quand même, hein. Donc, on est plutôt là-dedans. L'ouvrage, justement, grâce à la FNOR, on est présent, Fnac, Cultura. Oui, on n'est pas dans notre monde micro, ni de chercheurs, ni d'ingénieurs. On s'ouvre, justement, on pose ça pour communiquer aux professionnels. Après, comme je disais à Léonore, quand elle m'a dit au début, vous allez en vendre 1000, ouais, si vous en vendez 1000, c'est super. Et moi, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, bon. Après, j'ai des copains qui m'ont dit, tu sais, s'il y a des romans, s'ils font 3000, c'est bien. Donc tout le monde ne fait pas des. Donc je suis désolé, j'ai pas trop la réponse à votre question, mais je disais, on fait des efforts quand même, sachez-le. En tout cas, c'en est, hein. C'est un GTR, c'est du boulot. C'est depuis 2017 hein, que ça a démarré l'aventure quand même, hein, Après, il y a eu des idées, organiser des webinaires, l'idée que donne Clément en disant de pouvoir se servir ça pour faire des formations. Mais après, comme le dit Jacques, si vous voulez, ce livre-là, qui peut le lire? Personne dans une entreprise fait tous ces métiers-là, en fait. Ou alors, vous êtes en entreprise, vous êtes seul et vous faites tout, quoi. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, pour montrer que, voilà, le risque, il y a différentes compétences, différents métiers. Et le message subliminal, par contre, le vrai message subliminal de cet ouvrage-là, c'est de dire, voilà, comment on peut faire en sorte que ces métiers travaillent peut-être mieux, plus efficacement ensemble. C'est ça l'idée. Et être dans des chapelles par rapport aux problématiques de risque globales qu'on a à gérer et par rapport aux énormes transformations qu'on a à faire, notamment en matière énergétique et en matière écologique. Voilà, donc dedans, il y a un petit panel. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Une question à la question. Quand vous dites communication, est-ce que vous ne pensez pas plutôt vulgarisation? Micro. Micro. Ah, il n'y en a pas, là? Si. Merci. Oui, non, mais moi je pense que c'est, si vous voulez, j'arrive d'ailleurs complètement. C'est pas du tout moi je suis pas scientifique, mais je trouve qu'il est quand même épatant tout ce que vous faites. Alors, je vous connais un peu par construction ou par hasard, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ben, je me dis, il manque rien, sauf peut-être l'essentiel, ça se discute un peu, mais il manque cet aspect de euh, comment dirais-je, transmettre cette passion qu'on a et que vous avez tous, ça, je l'entends, mais pas assez fort. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait pour que vous voyez, voilà, effectivement, vulgarisation, peut-être, je ne sais pas quel nom on peut donner, mais moi je crois que ça part de nous quand même, voilà, nous inclusifs. Enfin. Le public là est clairement les professionnels de la profession, mais le professionnel de la profession de juste à côté. Ouais. C'est ce on parlait de silos et d'échanges entre silos, etc. Cette publication est exactement là. Elle n'est pas orientée grand public. Elle est orientée pas cher, elle est orientée enfin, si ça peut aller au-delà, c'est professionnel. C'est pour ça que j'utilise vulgarisation pour viser un autre public. Accessoirement, la question Afnor Poche que j'avais posée était aussi dans cet esprit-là. Écoutez, je crois que sur le fond, vous avez raison. Mais ne le dire n'aide pas beaucoup parce que ça se confronte à la difficulté de la réalité. Je vous donne une anecdote qu'on a vécue ensemble avec Francis. Je ne vous donnerai pas le nom de l'entreprise, mais on est allé rendre visite formellement à quelqu'un qui occupait le poste de directeur des risques d'une très grande entreprise française. On lui a expliqué, il s'agissait d'obtenir une réaffirmation de leur. Ils sont membres de l'Institut, hein, mais la personne ne le savait pas trop. On lui avait sûrement appris dans un petit briefing avant qu'on arrive. Et en fait, on essayait de valoriser ce qu'on faisait, de montrer justement, vous avez tous ces métiers dans votre grande entreprise, et en fait, on sait qu'il y aurait bénéfice à les faire travailler ensemble, etc.
Et en fait, on se heurtait à un mur d'incompréhension. Pourtant, cette personne connaissait tous les pays. C'était la chef de beaucoup d'entre eux, pas tous. Mais manifestement, on lui parlait d'une autre planète. Alors, ça a duré plus d'une heure. Et à la fin, on s'est dit au revoir, c'était très gentil, etc. Mais en fait, bon, le courant ne passait pas. Donc, c'est alors qu'on était ensemble et qu'on parlait de choses tout à fait réelles qui concernaient son entreprise. Donc, c'est pas facile, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la formation des dirigeants qui font que ils comprennent. Alors qu'on leur demande, on les paye pour gérer des choses complexes, en fait, ils ne savent pas ce que c'est que la complexité. Et que la complexité, en soi, génère un risque. En fait, la complexité, et ça, c'est scientifique. Malheureusement, souvent, ce ne sont pas des scientifiques, mais la réalité physique, c'est que par nature, la complexité génère des incertitudes et les incertitudes génèrent des risques. Et qu'on ne peut pas gérer ces risques en s'adressant uniquement à chaque facteur de l'incertitude. Il faut regarder tous ensemble, d'où le bouquin. Mais vous dites voilà, sauf que les dirigeants disent écoutez, ce que vous dites, c'est très compliqué. Moi, j'ai des directeurs, je gère mon conseil d'administration, etc. Et on passe à autre chose, et puis voilà. Donc, en fait, il y a une incompréhension fondamentale liée je pense, à la formation de nos dirigeants qui ne sont pas réceptifs à ce genre de. Et alors, généralise, hein, mais en gros, c'est ça. alors, comme on est pour rester après, il faudra conclure parce qu'on a 3 intervenants après, mais pour rester dans le même truc, ce qu'on peut dire aussi, c'est le jour de cet entretien-là, quand même, quand j'ai posé la question, parce que là, on a vu le top niveau gestion des risques, nous, on connaissait la personne qui dirigeait la maîtrise des risques. D'accord, la maîtrise. Et je lui ai dit, comme on est un étudiant, l'avantage d'avoir des étudiants, je lui ai dit, est-ce que tu connais la directrice des risques parce que je connaissais, elle venait dire, mais non. Donc, on est quand même une grosse organisation française. Le directeur de la maîtrise des risques ne parle pas à la directrice des risques du groupe de la boîte. Quand même. Donc, vous voyez, faut qu'on communique, je suis d'accord. Après, on fait un congrès, il y a quand même 300 personnes, on bosse un peu quand même, avec des ressources limitées, certes, mais... Allez, je propose qu'on concrétise encore plus et qu'on puisse écouter donc trois auteurs. Donc, Emmanuel, pour la partie IA, tu veux bien commencer sur le... Oui, avec plaisir. Je vais faire. Après, peut-être qu'on fait Jean-François, c'est ça François, voilà, sur la décision multicritère. Et Jean-François, si tu pourras conclure en beauté. Voilà. Voilà, Allez, donc Emmanuel. je vais focaliser l'attention sur les risques présentés par le déploiement accéléré des technologies à base d'IA dans l'entreprise, mais également dans le grand public. Et donc des risques présentés par la gouvernance de ces technologies et en particulier sur la maîtrise de leur performance, c'est-à-dire on parle d'IA de confiance qui est nécessaire. Hein, quand on a un véhicule autonome ou un robot, eh bien, il faut pouvoir mesurer le niveau de confiance qu'on peut mettre dans ce dispositif. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va voir pourquoi l'IA présente des risques spécifiques qui n'ont jamais été encore rencontrés. Et on va voir également quelles sont les exigences qui ont été formulées par la communauté européenne à travers l'AI Act et qui résument assez bien les priorités d'attention sur ces technologies. Et ensuite, on verra comment l'IA quand même bouleverse l'univers de la formulation des performances et des métriques de confiance dans les technologies. C'est-à-dire, elle ouvre de nouveaux angles morts, de nouveaux pôles d'incertitude qu'il est nécessaire de maîtriser avec des outils mathématiques plus sophistiqués et plus nombreux pour en contrôler la totalité des comportements. Diapo suivante. Et alors, j'ai pris l'exemple de l'AI Act, hein, parce que cette réglementation européenne nous concerne tous, hein, depuis août 2024. Hein, donc, vous voyez que jusqu'à fin 2027, l'entrée en application va être de plus en plus importante. En août prochain, il va y avoir l'interdiction de certaines IA et également des exigences sur les IA génératives, les IA globales,
basés sur des Large Language Model Systems et également les IA à base d'agents. Hein. Vivatech, cette semaine, a montré que l'IA se multipliait à travers des technologies diverses, hein, en fait. Donc, on va avoir des agents IA qui vont se multiplier dans les entreprises à tous les niveaux de décision. Et donc, il va falloir aussi contrôler le niveau de confiance présenté par ces agents IA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la définition de l'IA n'est plus maintenant intrinsèque aux technologies. Et on considère qu'un système est à base d'IA s'il bénéficie d'un certain niveau d'autonomie et également il change d'état en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il est capable d'apprentissage et de s'adapter dès lors qu'il est déployé dans un environnement qui ne lui est pas connu. Donc la notion de spécification n'existe même plus. Il y a aussi la notion de décision et d'action. Une IA va décider comme un être humain et va produire des actions sur l'environnement et va pouvoir influencer l'environnement. Et ça, c'est la troisième caractéristique. L'IA influence non seulement l'environnement direct, par exemple un véhicule autonome qui se déplace sur une route ou un robot de production dans une unité d'assemblage Airbus, par exemple, mais l'IA aussi influence l'opinion publique. C'est-à-dire que le niveau des conséquences, vous voyez, jusqu'à il y a 5 ans, le niveau des conséquences ultimes, c'était l'environnement, c'est-à-dire les études de risque environnementales. Mais là, le niveau de conséquences ultime, c'est la société, sa culture, ses valeurs, la pérennité de son régime politique, la démocratie. Pour une première fois, on parle de technologies susceptibles d'avoir des conséquences à terme sur le régime politique, sur les valeurs, sur la culture, les valeurs représentées par la culture d'un pays. Donc c'est vraiment une position ultime de la maîtrise des risques et ça nécessite la maîtrise d'une complexité. Je pense que les syndics avaient abordé ces enjeux, mais là, c'est explicitement formulé dans la réglementation européenne. On le reverra. On va faire ça assez rapidement. Diapo suivante. Et il y a aussi des exigences spécifiques sur les IA génératives, c'est-à-dire qui peuvent produire énormément d'activités en parallèle et qui vont aussi avoir un niveau d'adaptivité, un niveau de raisonnement comparable à l'intelligence humaine, c'est-à-dire impliquant des niveaux d'abstraction extrêmement hétérogènes. Hein, et ce n'est pas seulement un déterminisme de raisonnement qui trouve une valeur ou une valeur d'action. Une IA générative va pouvoir formuler des affirmations très complexes qui mêlent des niveaux d'abstraction et des niveaux de détail hétérogènes. Et donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va avoir des enjeux de contrôle humain qui sont extrêmement importants, de robustesse et de safety, hein, de sécurité au sens innocuité vis-à-vis des biens et des personnes, de la préservation des droits privés hein, concernant les données, puisque l'IA, c'est une dévoreuse de données, d'informations, c'est-à-dire l'IA va faire un apprentissage maximaliste 1000 fois supérieur à l'être humain, en fait. Hein. Il va tout absorber ce qu'il rencontre. Et bien sûr, c'est pour ça que l'IA est puissante, c'est qu'elle est capable de faire des traitements à travers des capitalisations de connaissances actualisées à la vitesse de l'éclair. Hein. Pour vous donner une idée, ce qu'a raconté le PDG d'NVIDIA, c'est que sa plus petite machine, qui coûte $65 000, elle gère un nombre de transactions par seconde égal au nombre de transactions élémentaires présentées par Internet sur la planète. Donc là, ça refroidit la nécessité de disposer d'architecture informatique extrêmement puissante et performante en termes de quantité de transactions. On parle de tokens d'intelligence, par exemple. Alors, la communauté européenne met en avant l'exigence de transparence et d'explicabilité, on verra, c'est-à-dire à tout moment, quand une IA décide quelque chose pour un individu ou pour un système ou pour une voiture, il faut pouvoir remonter à une explication. Ce qui n'est pas évident, il y a beaucoup d'IA boîte noire. L'explicabilité, elle est first.
Il y a aussi la préservation du bien-être environnemental et sociétal, ça c'est le chapitre Sustainability. Et puis il y a aussi le Accountability, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il faut qu'il soit clair qui est comptable d'une décision ou d'une action produite par une IA. Donc, les exigences se situent sur les processus en amont et en aval de l'IA, d'un point de vue sociétal. Elles ne sont plus limitées au cadre strict de l'environnement produisant des interactions avec le système technico-organisationnel. Ensuite, pour résumer, il va y avoir des IA qui sont interdites. Ce n'est pas parce qu'elles sont interdites en Europe qu'on n'a pas le droit de travailler sur ces IA en Europe. Hein, tout de suite, ça ne sont jamais des freins vis-à-vis de la R&D. Ils sont très, très insistants là-dessus. Ensuite, il y a des IA à risque élevé, et donc elles ne sont pas interdites, mais on doit démontrer énormément de justifications autour de ces IA. Ensuite, il y a des IA limitées, à risque limité, et des IA à risque très faible. Hein. Mais donc, ce qui nous importe, c'est les IA qui seront interdites, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la communauté européenne, on exploite ou on vend un système à base d'IA, il faut le démontrer qu'on ne relève pas des critères d'interdiction. Déjà, c'est une base, ça, tout le monde y est soumis. Il y a une démonstration qui est nécessaire. Alors, on va voir, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, de manière très résumée, hein, les IA qui manipulent ou qui trompent, c'est-à-dire par exemple les fake news, hein, sont interdites. Les IA qui exploitent les vulnérabilités liées à l'âge, aux infirmités ou à des circonstances socio-économiques, hein, par exemple de besoins d'argent extrêmes, sont interdites. Les IA qui utilisent les caractéristiques de reconnaissance biométrique sont interdites. Sont vraiment interdites toutes les IA qui conduisent directement ou indirectement à des notations de score social, à des notations sociales. Hein, suivez mon regard, tout le monde a compris. Évidemment, toutes les IA confèrent le film avec Tom Cruise, ou tous les IA qui, servent à anticiper des risques criminels basés sur le profilage où les caractéristiques psychologiques sont interdites. Les bases de données de reconnaissance faciale sont interdites, ce qui ne veut pas dire qu'on interdit, parce qu'au JO dernier, il y a eu de la reconnaissance faciale. On n'interdit pas à des caméras de faire de la reconnaissance faciale, mais il faut démontrer que le processus conduit à la destruction de ces images et que seule une chaîne d'observateurs extrêmement limitée peut avoir accès à ces images dans certaines situations restreintes. Hein. Sont interdites les IA qui extrapolent des émotions, des calculs d'émotions dans des places publiques, dans des lieux publics, hein, par exemple le stress, la peur. Au niveau RH aussi, c'est très, très encadré, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité. Alors là, effectivement, la démonstration sera toujours sujette à caution. Et bien sûr, interdiction formelle de reconnaissance d'identité en temps réel avec des utilitaires de nature biométrique dans l'espace public. Donc, je veux dire, nos valeurs européennes, elles sont claires. Donc, c'est beaucoup plus nombreux. Il y a une vingtaine de pages sur la caractérisation de ces IA interdites. On voit que derrière, il y a la volonté d'une société qui préserve les droits fondamentaux. Ensuite, les IA qui sont présentes et qui sont considérées comme risque élevé, hein, eh bien, ce sont celles qui utilisent des algorithmes biométriques, hein, que ce soit le eye tracking ou la mesure de contraction des muscles du visage, etc. Il y a bien sûr des acquis scientifiques qui permettent d'exploiter ces caractéristiques biométriques. Les IA à risque, ce sont les IA, et ça nous concerne évidemment, qui sont sur des systèmes ou des infrastructures critiques du point de vue de la safety. Donc des IA, par exemple, sur une centrale nucléaire qui, par exemple, supporte des fonctions de sécurité exclusivement de toute autre contribution, c'est une IA extrêmement critique. Hein. Bien sûr, tout ce qui concerne l'éducation et la formation continue. Attention, attention,
pour faire du scoring ou pour faire de l'évaluation. Tout ce qui concerne le RH, si vous introduisez une IA dans votre recrutement, par exemple un automate qui va faire, qui soit humanoïde ou pas, hein, qui va faire un entretien, tout ça est encadré de manière extrêmement précise. Toutes les IA qui règlent les accès et les droits concernant des lieux publics, toutes les IA qui concernent la mise en application de lois ou de décrets. Est-ce qu'on peut s'aider d'une IA pour vérifier que la loi est bien appliquée? Attention, c'est sous restriction. Toutes les IA qui seraient liées à la gestion des flux migratoires. Ça, c'est extrêmement critique. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et puis, tout ce qui concerne la justice, le processus démocratique, bien sûr. Est-ce qu'une IA va pouvoir remplacer le procureur, le magistrat ou les jurés? Attention, il y a un très grand nombre de limitations qui sont assignées à ces fonctions possibles. Et donc, ensuite, on va pouvoir accéder aux contraintes et on va, avec la diapo suivante, on va passer très rapidement à travers ces contraintes. On va voir que il faut passer à la diapo suivante. Oui, merci. Donc, elles vont concerner ces exigences, tous les acteurs, hein, que ce soit les fournisseurs, les opérateurs hein, ou les instituts, les organisations qui déploient ces IA, bien sûr, les acteurs de l'import ou les distributeurs. Donc, aucun acteur d'une chaîne de déploiement ou d'utilisation d'un système à base d'IA n'est censé ignorer et doit se préoccuper de l'existence de justifications concernant ces IA. Ensuite, il y a des exigences communes sur le risque management, on le retrouve, hein, un risque management spécifique, sur l'existence d'un système qualité, sur la data gouvernance, qui est un univers à part entière, avec les exigences RGPD, mais pas seulement, sur les exigences de validation de tests. Il y a des analyses de risque spécifiques, alors ça c'est extraordinaire, le risque management on le connaît, mais là ce sont des analyses de risque spécifiques d'impact sur les droits fondamentaux du citoyen. Sur l'assessment, l'évaluation des impacts sur le droit privé de préservation des données, sur la mise à disposition de tous les documents techniques, de tous les jeux de données, des datasets qui ont servi à l'apprentissage et sur toutes les critériologies qui ont conduit à cibler ces datasets. Ensuite, pour les très hauts risques, donc diapo suivante, il y a des mises à disposition de toutes les traces d'utilisation dans le processus de développement, et puis des évaluations sur la métrique de performance, donc la dependability, la sûreté de fonctionnement, l'accuracy, la robustness, la stability. On va voir d'autres. La cybersécurité, il faut démontrer la cybersécurité de son IA, la transparence, l'explicabilité, l'interprétabilité, et puis l'existence dans le processus de déploiement ou d'utilisation de la supervision humaine. Et donc, c'est le principe de la garantie humaine qu'on évoquait tout à l'heure. Aucune IA prenant une décision susceptible d'avoir un effet soit sur l'intégrité physique d'une personne, soit sur son destin social, sur sa trajectoire sociale, ne peut être fait sans la signature d'un humain. Donc, il y aura des humains toujours pour prendre la responsabilité. Quelles devront être leurs expertises? Bon, là, c'est ouvert. C'est un sujet très complexe. Et donc, on a des exigences spécifiques pour ce qu'on appelle les General Purpose IA, c'est-à-dire les IA génératives, les IA globales, les IA agentiques, donc des études safety, des études d'impact négatif sur la sécurité, sur les droits fondamentaux et sur la stabilité sociétale. Et donc, diapo suivante, on a différentes pages qui citent les amendes qui sont prévues en cas de non-respect de ces exigences pour des IA qui auraient échappé au filtrage. Donc, diapo suivante, il y a toute une organisation qui est en cours de constitution, des steering committees, des protection boards, des réseaux d'experts qui vont être diligentés par ces agences
pour effectuer les contrôles ou auditer les éléments de justification par rapport à la tenue de ces exigences. Donc, il y a, tout cela est assorti de moyens organisationnels. Juste, diapo suivante, pour vous montrer la rosace de la sûreté de fonctionnement de l'IA. C'est-à-dire, grosso modo, quand il n'y avait pas l'IA, on se contentait, si je puis dire, c'était assez compliqué, de la safety, de l'availability, de la reliability, maintainability, éventuellement d'autres plus, integrity, etc. Là, vous avez une rosace des métriques d'IA de confiance, de trustworthiness, d'aptitude à la confiance, qui est extrêmement diversifiée. Je ne reviendrai pas dessus. C'est 5 jours de cours à l'IRT Systemics, donc on ne va pas mettre le nez sur ces sujets, et encore c'est de la sensibilisation, donc c'est vous dire que l'IA a ouvert une boîte de Pandore d'analyse de risque et d'exigences de démonstration de performance extrêmement sophistiquées et qui remettent à l'honneur des outils mathématiques très lourds comme l'analyse topologie de données ou l'interprétation abstraite, qui étaient des outils réservés à des théoriciens. Et bien, les maths vont nous être d'un grand secours parce qu'il n'y a que ces outils très puissants qui permettront de maîtriser la tenue de ces performances. Et donc, bon, après, vous pourrez donner les transparents. Il y a les... Vous voyez, l'Union européenne met en avant le contrôle humain surtout sur les données, sur les processus, la supervision. Vous voyez, la supervision, tous ces outils doivent être supervisés. Diapo suivante, la robustness et la security. Donc, on a vu à travers la table performance toute la déclinaison des métriques qui doit être passée en revue à travers un tableau de bord, un dashboard extrêmement étendu. Diapo suivant, les études de sensibilité, les processus de management des informations, évidemment très important. Qu'est-ce qui se passe dans le cloud quand on dit que Gemini prend toutes les données et les gère dans un cloud? Où est-ce qu'il est situé ce cloud? Quels sont les acteurs qui ont accès à ce cloud? Quelquefois, il y a des engagements, mais qui sont difficilement vérifiables. L'autre thème qui suit, c'est la transparence. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, le data management et le contrôle de sensibilité, c'est très important. Et la diapo suivante, c'est la transparence. Par exemple, la traçabilité, l'explicabilité et l'interprétabilité. L'explicabilité, elle est mathématique. L'interprétabilité, il faut démontrer que l'IA a utilisé des critériologies et des cheminements de raisonnement proches de ce qu'aurait fait un être humain. Ce n'est pas évident avec un réseau de neurones, ces boîtes noires. Donc, il y a quand même un arsenal d'exigences extrêmement poussé. Vous avez un slide sur l'explicabilité aussi, dans le transparent suivant. Et puis, enfin, dans le transparent suivant, une préoccupation très importante de l'Union européenne, c'est la diversité, la non-discrimination et l'équité. Pourquoi? Parce que souvent les IA sont entraînées sur des personnes, on va dire, de race blanche. Enfin, j'aime pas utiliser le mot race parce que c'est pas scientifique. Enfin, de caractéristiques morphologiques blanches. Et en fait, on sait que dans le monde médical, dans le monde de la mobilité, eh bien, il y a des spécificités de comportement qui peuvent présenter des variantes et que donc l'IA doit répondre présente sur ces variantes. Et donc l'apprentissage, ce qu'on appelle l'operation domain, design domain, devra avoir inclus ces spécificités liées à une dispersion culturelle possible sur un territoire donné. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation extrêmement importante, en particulier hommes-femmes. C'est vrai qu'on s'est aperçu il y a 5 ans. C'est pour ça qu'il y a une association qui s'appelle Women in AI, parce qu'on s'est aperçu que les ingénieurs, ils prenaient, si je puis dire, voilà... il y avait un faible taux de représentation des femmes dans les disciplines ingénieurs, etc. Et donc, certaines spécificités qui pourraient être liées au genre, ceci dit, ce n'est pas encore acquis, pourraient ne pas avoir été vues. Et enfin,
en suivant le bien-être social et environnemental, en particulier, effectivement, Sustainable AI. Alors là, tout le monde peut s'esclaffer de rire, parce qu'après tout ça, oui, on est conscient que l'IA fait appel à des capacités de traitement, de performance et de stockage de données qui nécessitent la construction de gigafactories. C'est encore des terres rares, du silicium, et du rejet CO2 et de la consommation d'énergie, hein, même si Google vous parie jure et dur que toute son énergie est verte quand il fait tourner des clouds. Bon, on veut bien le croire. Et surtout, voilà, la démocratie et le respect des droits fondamentaux qui sont une urgence, un must-have absolu. Et enfin, la dernière exigence, elle concerne sur la notion d'établissement des responsabilités quand ça se passe mal, quand il y a un accident, quand il y a une violation cyber, par exemple d'une flotte de véhicules autonomes. Il faut pouvoir auditer les scénarios qui se sont plantés et faire la part de responsabilité des différents acteurs de la chaîne au niveau de ces impacts négatifs, avec l'idée d'arbitrage et de compensation. Voilà, donc on voit bien que l'étude de conformité, slide suivant s'il vous plaît, c'est une approche spécifique pour l'IA. Elle inclut la safety, la security et puis l'integrity au sens dependability, c'est-à-dire que c'est un point de vue supérieur, extrêmement hiérarchisé, avec une analyse d'impact, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant la société, le respect de ses valeurs et l'absence de risque de déstabilisation de notre démocratie. Et donc, en conclusion, slide suivant, eh bien, cette gouvernance, chez Airbus, on y est extrêmement sensible, d'autant plus qu'on veut mettre de l'IA à tous les étages. Elle devra inclure les enjeux de safety, de cybersécurité, de sustainability. Donc, c'est une espèce d'approche hyperbolique hein, des exigences de performance probabiliste qui on va dire, embrasse une vision étendue de l'analyse de risque sur la société, les valeurs, la culture qu'elle embrasse et avec un positionnement résolu sur l'assimilation des diversités dans nos démocraties occidentales et puis la préservation avant tout des droits fondamentaux. On ne veut pas que l'IA décide pour des citoyens leur carrière future ou voilà. Merci Emmanuel. Voilà, là vous avez un chapitre, il n'y en a plus que 17 après. François, on se fait... tu nous proposes donc à modéliser la décision multicritère pour le management des risques. L'objet de ce chapitre est de donner en quelque sorte de faire une initiation à la décision multicritère en matière de management des risques. Alors, d'abord, il faut s'entendre un peu sur l'idée de décision et de décideur. Il faut élargir un peu cette notion, hein, c'est le parti pris de ce chapitre. Qu'est-ce que décider? Ben, finalement, ça peut être choisir, ça peut être classer, ça peut être prioriser. On entrevoit assez bien que ce sont des activités qu'on peut avoir dans un processus de management des risques. Et du coup, il faut élargir également la notion de décideur. Alors, il y a évidemment, par décideur en matière de management des risques, on peut entrevoir tout le monde des décisionnaires, ceux qui participent au processus de décision. Donc, ces gens-là portent une politique, ils sont amenés à arbitrer entre des valeurs fondamentales. On peut y voir aussi les parties prenantes. Donc, ce sont des groupements qui font valoir des enjeux. Et puis, ce qui est peut-être parfois moins vu, et là, j'ai insisté dans ce chapitre sur ce point, c'est le volet d'expert. On peut voir l'expert comme aussi un décideur, au sens où j'ai défini le verbe décider précédemment. Le décideur, c'est l'expert,
ou l'analyste ou le spécialiste, enfin, expert, c'est plus commode de dire ça en matière de management de risque, c'est celui qui tranche entre différentes hypothèses et diagnostics. Et puisqu'il s'agit de décisions multicritères, j'ai pris l'exemple de l'expert qui fait une analyse multifactorielle. Multifactorielle renvoie évidemment au monde multicritère pour aboutir à une conclusion. Voilà, donc on voit bien que l'expert peut, sous un certain angle, être vu comme un décideur au sens où j'ai défini encore une fois le mot décider. Alors il y a un corollaire à ça, c'est que le décideur finalement est porteur de deux éléments, deux ensembles de paramètres importants en matière de management des risques. D'une part, un raisonnement. C'est particulièrement vrai pour l'expert et les systèmes experts qui peuvent en découler. Et d'autre part, non moins important, et ça renvoie à ce qu'a dit Emmanuel sur tout ce qu'il y a, il est porteur de valeurs, il est porteur d'attitude face au risque et d'arbitrage entre ces valeurs. Voilà. Transparent suivant. Alors, il dit aide à la décision, dit modélisation de la décision. Et est-ce qu'on peut essayer de définir une bonne décision? Une bonne décision, on va me dire, c'est difficile à dire puisque ça dépend de l'arbitrage. On peut au moins dire une bonne décision au sens simonien du terme, un bon processus de décision. Qu'est-ce que serait qu'un bon processus de décision? Bien, il a une cohérence, il est auditable, il est interprétable. Et là, quand on dit ça laisse entrevoir une chose, et c'est là où une discussion intéressante avec l'IA connexionniste aujourd'hui, c'est que en prenant ce parti pris, on souhaite une explicabilité, non pas ex post, comme on le fait dans l'IA, mais une explicabilité ex ante, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre un processus de décision qui va être structuré d'une certaine manière et qui va offrir des garanties d'emblée d'explicabilité. Alors, ça nécessite plusieurs choses. Je vais vite. D'un fondement axiomatique plus ou moins poussé des choix. Plus le modèle mathématique est corseté dans une axiomatique précise, plus il va délivrer des décisions assez solide et robuste, mais on sera peut-être contraint par le respect de ces axiomes. Si en revanche on a une axiomatique plus lâche, à ce moment-là, bien il y a la validation ex post du modèle qui est plus complexe. Je n'entre pas dans les détails. La deuxième nécessité, si tu peux rester juste sur le slide, c'est d'avoir un processus évidemment transparent qui évite l'effet boîte noire. Donc qui soit décomposable, et puis enfin de disposer de techniques soit d'élicitation, soit d'apprentissage pour capturer le raisonnement et les préférences du décideur. Voilà, alors ça c'est pas développé, mais en tout cas je positionne la question. Transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, le processus atomique, le processus de base, le processus canonique qu'il faut y voir, c'est finalement 3 briques qui sont prises entre 2 briques fondamentales, comment on pose le problème et vers quelle recommandation, quel type de recommandation on peut attendre. Voilà, donc ça, même les syndics l'envisagent assez bien, entre la manière de poser le problème et la vision en termes de finalité. Et puis au centre, il y a 4 étapes très formelles qui se renvoient et qui garantissent la cohérence de la modélisation. Donc ça suppose une cohérence entre la représentation des risques, les mathématiques du modèle de décision, puisqu'on peut faire des discrètes ou dans le monde continu, évidemment la modélisation des préférences et le résultat qu'on va en tirer, et les conclusions qu'on pourra en tirer. C'est-à-dire qu'il y a des conclusions où on pourra se contenter uniquement de classer et de prioriser, sans autre forme de procès, puis il y a des conclusions pour lesquelles on pourra avoir des intensités de préférence entre les décisions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça dépend de la nature de la connaissance, si tu peux aller un peu plus loin. Donc, les représentations du risque, eh bien, là, l'idée, c'est de s'emparer des pratiques de l'ingénieur. Avec quoi raisonnent les ingénieurs? Ils raisonnent
parfois avec une représentation ponctuelle de risque, soit avec des variables aléatoires, soit avec des vecteurs de variables discrètes, soit avec des vecteurs de variables continues, soit avec des vecteurs de variables aléatoires. Et évidemment, la modélisation qui suit va être différente et les conclusions qui suivent aussi le seront. Alors j'insiste dans le livre transparent suivant, merci, sur 2 types de modélisation très différentes que j'ai pratiquées et que je continue à pratiquer. D'une part, une modélisation des risques sur des variables discrètes, et avec ça, eh bien, on peut faire utiliser ce qu'on appelle des modèles à base de règles qui permettent de faire des systèmes experts et qui prolongent, système expert au sens où on prolonge la capacité des experts à analyser des risques qui sont complexes parce que évalués sur un grand nombre de critères. Donc, premier exemple qui est développé dans le livre, avec des paradigmes nouveaux autour des ensembles approximatifs. Donc ça, c'est vraiment l'héritage aussi de l'IA à l'ancienne, mais avec 2 apports nouveaux. Un des paradigmes mathématiques récents, la théorie des ensembles approximatifs, et puis les technologies de calcul. Voilà. Et le deuxième, qui sont les modèles multi-attributs, alors avec un plus, les modèles multi-attributs à la Choquet qui permettent d'avoir des relations assez complexes entre les critères. Et c'est un moyen aussi de traiter la complexité au sens où Jacques l'a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que le raisonnement humain est lui-même complexe et il n'est pas toujours enfermable dans une règle additive avec des pondérations. Si tu peux passer au transparent suivant. Alors, j'en profite pour... on peut se dire, finalement, il y a une question qui se pose, comment situer l'aide à la décision, les modèles décisionnels, par rapport à l'IA et à la machine. Donc, commençons par essayer de positionner l'homme et la machine. Alors, ce que je dis souvent en matière d'aide à la décision, alors c'est vrai en particulier aussi pour le calcul probabiliste, l'évaluation des croyances que je dis, hein, notamment l'évaluation de probabilité a priori. Lorsque il s'agit de modèles dont la combinatoire est complexe, il ne faut surtout pas évidemment solliciter l'être humain, il n'est pas bon pour ça, la machine fait mieux. Surtout pas. Voilà. Et là, on se trompe. Mais en revanche, parce que l'homme calcule mal, on sait très bien qu'il révise mal les probabilités, enfin la littérature est documentée, ce genre de choses. L'homme ne sait pas bien interpoler, mais en revanche, et la machine le sait très bien, mais l'homme sait très bien extrapoler. Il sait très bien sortir du cadre et penser ce qui n'est pas pensé. Alors, je ne parle pas des structures cachées que le big data peut faire apparaître. Ce n'est pas de ça. J'entends les risques qui ne sont pas pensés. Il est capable d'élaborer des raisonnements contrefactuels. Il est capable d'être en rupture. Et c'est là où il faut l'utiliser pleinement. Alors, c'est vrai dans le monde des croyances, mais c'est vrai dans le monde de l'analyse multifactorielle et des systèmes experts que j'apprends avec des vrais morceaux d'experts. Voilà. Alors, quelques perspectives. J'insiste sur un point. Bon, alors on me dit souvent, mais des modèles de décision, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Parce que il y a quand même un effet de mode. Alors je dis bien oui. C'est de l'IA, Alors, je ne vais pas dire de l'IA qui ressemble à l'IA de grand-papa parce que c'est pas très vendeur, mais c'est l'héritage simonien de l'IA, l'IA symbolique aujourd'hui, et donc il y a tout l'héritage d'Herbert Simon avec les progrès récents d'un certain nombre de paradigmes. J'ai pris 2 exemples, c'est un parti pris. Il ne s'agissait pas d'être exhaustif sur la question, mais de donner un éclairage sur 2 exemples que je pratique et qui ont un solide socle théorique, les ensembles approximatifs, et puis les modèles multi-attributs issus de l'intégration de Choquet, voilà, qui permettent de penser les critères en termes de coalition de critères, et il y a un lien avec tout ce qui est théorie des jeux. Les développements récents, j'en dis un mot. Donc, j'ai pas mal travaillé sur les modèles multicritères dans la perspective de conception de systèmes experts en utilisant les modèles à base de règles et les ensembles approximatifs. Et on s'aperçoit que, par exemple, sur des données textuelles, on a des
des performances meilleures que l'apprentissage machine. Tout simplement parce que l'apprentissage machine demande à l'expert d'annoter parfois des données qui sont trop complexes, alors que dans le monde de l'apprentissage et de la théorie de la décision, on a les cartes en main pour choisir les questions qu'on va lui poser pour prolonger ensuite son raisonnement. Donc là, il y a un avantage sur un certain nombre de points. Il y a un domaine qui serait intéressant et qui pourrait être intéressant d'investiguer dans le cadre de notre institut, c'est la fertilisation croisée avec des techniques qui s'apparentent au machine learning, mais qui sont transposées dans le monde des préférences. C'est le preference learning qui est utilisé pour les systèmes de recommandation. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder et à jouer. Et puis, un point qui fait écho à la présentation d'Emmanuel, l'IA symbolique, les modèles de décision pour lesquels on donne la main aux acteurs humains, je pense que ça doit garder un poids dans la conception des systèmes de management de risque pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a des moyens de remédier aux biais cognitifs. On sait que l'IA ramasse tout, et si elle ramasse tout, elle ramasse aussi les biais cognitifs. Hein, c'est pour aller vite, je dis ça. Et puis, c'est un garde-fou en matière de décision éthique, puisque par les modèles de décision et par des systèmes aisément explicables et interprétables, on sait avoir un contrôle propre sur le réglage du système en termes de décisions éthiques, médicales, sociales, que sais-je encore. Voilà. Même si une politique n'est pas enfermable dans une formule, je l'entends bien, hein, c'est pas ça que j'entends, mais en tout cas, on contrôle mieux les choses. Donc, mon propos aussi est de dire qu'il y a une coopération, évidemment, à imaginer entre l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Voilà, c'est un peu le Graal. Bien, merci François. 2 chapitres. Donc on en est, il nous en faut encore 16, c'est ça? Voilà. Non, allez, là je propose maintenant, c'est Jean-François, si tu veux bien. Vous savez que les facteurs humains et organisationnels, c'est un aspect important du sujet. Alors, si je fais quand même pour faire la transition, parce qu'on s'est parlé ce matin, dans la transition, si vous voulez, les facteurs humains, ça vient de l'accident de Three Mile Island. Et les facteurs organisationnels, ça vient des accidents des navettes, Challenger, etc. C'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire, c'est pas la machine qui fait une faute, c'est l'humain ou l'organisation. Et dans son chapitre, là, Jean-François, donc, ok, ça c'est l'acquis, mais a proposé une voie. Et écoute, Jean-François, je te passe la parole. Ok, merci. Alors, d'abord, mes excuses. Hein, donc, j'ai pas pu présenter avec des transparents. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être très synthétique, de telle manière qu'on puisse avoir une compréhension de tout ça. On reviendra peut-être un petit peu sur les accidents. Et effectivement, mais assez rapidement, hein, parce qu'en plus, je suis bavard. Donc, compte tenu de l'heure, c'est peut-être pas très bon. Alors, on va commencer par une définition qui existe des facteurs organisationnels et humains. Donc, cette définition-là, elle est même parue au journal officiel. Puisque en fait, les facteurs organisationnels et humains ont été définis dans un arrêté du 7 février 2012, pour le premier en tout cas, qui dit que les facteurs humains, ce sont des facteurs qui ont une influence sur la performance humaine, tels que l'environnement de travail, les compétences, les caractéristiques des tâches et l'organisation. Donc ça nous dit finalement pas mal de choses sur ce qu'on entend par FOH, et c'est plutôt finalement l'objet de la première partie du livre, qui va nous permettre en fait de positionner ce qu'on entend plus spécifiquement par FOH au travers de 3 grandes phases qu'on peut positionner.
mais qui, vous allez le voir, sont très très liés en fait à cette définition. Alors, quand on parle de performance humaine, l'arrêté n'en dit pas beaucoup plus. Donc, traditionnellement, on traduit ça par des actions inappropriées, comme des erreurs humaines, mais également des actions appropriées, hein, et ce qui donne le champ à tout ce qui est bonne pratique, en fait, quelque part. Voilà. Alors, quand on regarde cette première partie, l'idée, c'était de voir un peu comment on était arrivé à cette définition, finalement, qui renvoie à plusieurs choses. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de la manière dont on s'est occupé de ces facteurs organisationnels et humains, eh ben, au début, alors qu'on peut remonter à plusieurs décennies, finalement, quand un être humain faisait une erreur, eh bien, on attachait tout de suite cette erreur-là, quelque part, à l'être humain lui-même. C'est-à-dire que, typiquement, on pouvait avoir des réflexes sur un manque d'attention, voilà, sur une méconnaissance d'un certain nombre de dispositifs, voilà, sur une mécompétence d'un certain nombre de choses. Donc, dans le livre, en fait, j'ai pris l'exemple pour situer un peu l'évolution en termes de phase de quelqu'un qui ferait un créneau. Et finalement, on pourrait dire, bah voilà, il n'a pas réussi son créneau tout simplement parce que il est encore un peu novice. La deuxième phase qu'on peut pointer quand même, c'est une phase où on va regarder la situation de travail un peu plus dans son ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, même si un opérateur fait une action inappropriée, eh bien, on va essayer de s'attacher à avoir le système de travail, c'est-à-dire en fait la situation de travail dans laquelle il est. Donc, si on reprend mon exemple de créneau, vous avez un opérateur qui fait un créneau et en fait, il ne réussit pas bien son créneau et on va essayer de regarder d'autres choses. C'est-à-dire, on va regarder si finalement il n'y a pas dans une dimension de pression temporelle relativement importante. On va essayer de regarder si finalement il n'y avait pas beaucoup de place, quoi, finalement, ce qui peut expliquer aussi que n'importe quel utilisateur, conducteur, serait difficilement capable de faire ce créneau. Troisième phase qu'on peut observer, c'est que finalement, on va s'intéresser à la situation de travail comme avant, mais on va s'intéresser aussi à tout ce qui est facteur organisationnel. D'où un peu cet aspect organisationnel sur cette définition, puisque si vous vous rappelez un tout petit peu de cette définition que je vous ai donnée, le législateur distingue bien les caractéristiques des tâches, il dit, virgule, et l'organisation. Donc pour lui, c'est bien qu'il y a quelque chose autre que typiquement la tâche de l'opérateur, quoi. Alors si on revient sur mon exemple de voiture et de créneau, eh ben là on va avoir en fait toujours cette idée de travailler sur finalement la pression temporelle, l'emplacement et la compétence qui peut être faible de quelqu'un, hein. D'ailleurs, bon, parfois on reste très longtemps dans une certaine méconnaissance de la manière de faire des créneaux. Je peux en parler puisque ça me concerne. Et donc voilà, mais on va s'attacher à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va s'attacher finalement à comment on prépare cette activité, comment on planifie cette activité. Est-ce que finalement c'est si important que ça de se garer dans une place où on ne peut pas aller finalement aller sur un parking? Comment on gère les situations dégradées? Finalement, c'est quoi le plus important? C'est de se garer ou à cet endroit-là parce qu'on n'a plus le temps, plus la place, ou on peut aller tranquillement au niveau d'un parking. Donc, comment qu'on a préparé en fait ce type de gestion de situation dégradée? Et donc là, on va rentrer vraiment dans ce qu'on entend aujourd'hui par les FOH. Donc ça, c'était globalement la première partie de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Alors la deuxième partie, elle est plus liée en fait à se dire comment qu'on pourrait essayer de progresser encore sur cette dimension FOH. Et là, du coup, il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui internationaux
en particulier au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ont commencé à pointer l'importance de relier finalement les FOH à tout ce qui était approche dite systémique. Alors, j'ai un petit peu du mal à parler de systémique parce que en fait, on en parle beaucoup trop aujourd'hui, à mon sens. Mais il y a quand même des définitions qui existent. Alors, d'abord, il y a des définitions qui existent, qui existent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'AIEA propose une définition assez simple, en fait, et internationale. Et quand on sait ce que ça veut dire, finalement, se mettre d'accord au niveau international pour avoir une définition, on se dit que c'est quand même pas mal. Donc, cette définition de l'approche systémique de l'AIEA, c'est de dire une approche systémique, c'est une approche qui considère le système comme un tout et une approche dans laquelle les interactions entre les facteurs humains, techniques et organisationnels sont dûment considérées. Et dans le livre, ce que en fait, j'ai essayé de pointer, c'est qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire de considérer le système comme un tout. Voilà. Et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire de travailler sur des interactions. Voilà. Donc, simplement, il me reste combien de temps? On est en retard, donc il ne me reste plus rien, quoi. Continue quand même. Parce que là, tu fais les 3 parties, mais oui, on est à 40, quand même, 45. Donc, au point où on en est, je peux encore prendre une demi-heure. Ah oui, là, attends, je vais y aller. Non. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Parce que là, ce que je vois, si on a un compteur en temps réel, plus tu parles, plus le nombre de commandes de livres augmente. Donc, c'est super. Ah, bah, d'accord. Ah, ouais. Bon, ok. Bon, alors, on va revenir un tout petit peu sur ces notions-là parce que c'est des notions, encore une fois, c'est des notions importantes que la définition a pointées et je trouve que c'est intéressant d'essayer de pointer des choses concrètes, quoi. Voilà. Alors, voilà. Donc, se dire que le système doit être considéré comme un tout, du coup, j'ai essayé en me basant notamment sur un certain nombre d'écrits qu'on avait fait avec d'autres personnes, hein. En particulier, il y a 2 personnes que vous connaissez, et donc Nicolas Dechy, avec qui j'ai écrit un certain nombre d'articles. On a écrit un certain nombre d'articles tous les deux, voilà. Et puis un autre membre du GTR FOH que j'ai l'honneur d'animer avec 3 autres personnes. Et donc un monsieur qui s'appelle Thierry Coy-de-Brognélis de chez Thales. Et donc, dans le cadre de cette définition, en fait, de ce tout, on a essayé de pointer d'autres définitions de la systémique. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là, hein, il y a un grand monsieur de la systémique. Alors, il y a évidemment Edgar Morin, hein, dont on parle beaucoup, et c'est normal, ça me paraît normal, évidemment, mais il y a un autre monsieur dont on parle beaucoup moins, sauf dans certains milieux, qui s'appelle Joël de Ronet. Joël de Ronet a écrit en 1975 un bouquin qui est toujours édité. Ça, je pense que si on fait pareil avec notre livre, je pense qu'on sera très très fort. Qui est toujours édité aux éditions du Seuil, qui s'appelle Le Macroscope. Et dedans, il dit, un système, c'est un ensemble d'éléments organisés en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but. Et donc, il pointe un certain nombre de caractéristiques qu'on a déjà dans les approches FOH, mais d'autres caractéristiques qu'on n'a pas forcément. En particulier, cette notion d'organisation au sens d'arrangement des éléments les uns avec les autres. Et donc, ça, c'est une notion qui me paraissait intéressante de pointer des approches canoniquement systémiques. Et voilà, donc exemple de ce que ça veut dire, hein, quand vous avez une salle à un moment donné, une salle de classe, par exemple, ça peut être intéressant
pour ceux qui font de la formation comme moi, des fois, vous vous retrouvez avec des formes de salles qui sont pas forcément adaptées à ce qu'on veut. Et typiquement, on essaie de se faire une salle en U à un moment donné. C'est typiquement l'arrangement des éléments qu'on avait en chimie dans le domaine des hydrocarbures avec un certain nombre d'isomères. Hein. C'est un peu la même idée qu'il y a derrière, ce sont ce qu'on appelle des propriétés systémiques. L'autre aspect, puis je vais aller un peu vite quand même, que j'ai essayé de développer, c'est cette fois-ci, par rapport à la définition, hein, je vous rappelle, le système comme un tout dans laquelle les interactions sont dûment considérées, c'est les interactions. Et donc, dans les interactions, en fait, j'ai essayé de pointer un certain nombre de travaux, notamment qu'on avait initiés dans le cadre du GTR, FOH, sur les effets des actions d'amélioration. Donc ça, c'est un point qui est important parce que on parle beaucoup des actions d'amélioration, etc., mais il y a tout un tas de choses importantes à voir sur l'efficacité de ces actions. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? Et donc, à l'époque, on a essayé de pointer un certain nombre d'effets. Exemple d'un effet, c'est ce que, à l'époque, j'avais appelé l'effet tampon. Mais il y en a d'autres que j'ai précisés dans ce chapitre-là. L'effet tampon, c'est qu'on fait quelque chose, mais ça ne fait pas évoluer le système. Il n'y a rien qui se bouge, quoi, finalement. Un peu comme en chimie, quand on rajoutait un petit peu d'acide dans beaucoup de bases, on ne voit pas grand-chose avant que d'un seul coup, ça bouge, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu les interactions que j'ai essayé de pointer. Et puis je vais terminer donc par la dernière partie qui est d'essayer de trouver un peu plus d'éléments encore sur des approches systémiques, typiquement sur les concepts là pour le coup issus de travaux d'Edgar Morin, donc sur la dialogique entre les analyses qu'on fait en termes microscopiques et macroscopiques. Et puis pour terminer, je fais référence à un dernier papier qu'on a fait avec des collègues à partir d'un modèle que j'ai proposé il y a une dizaine d'années, que j'avais appelé le triangle de naissance, qui est un modèle qui permet de se questionner sur qu'est-ce qu'il faut pour faire émerger et pérenniser une organisation. En fait, quand vous regardez un certain nombre de normes, puisqu'on est au niveau de l'AFNOR, là, il y a la ISO 9241-210, qui est une norme qui est assez intéressante, qui permet de positionner en fait comment on doit mettre en œuvre un certain nombre de caractéristiques dans les projets, pour faire en sorte qu'on prenne correctement les FOH, mais tout simplement les expériences utilisateurs. Et dedans, il y a en gros trois grandes dimensions. Il y a la conception avec un mode participatif, faire participer un peu les utilisateurs, mais aussi au niveau conception, équipe de conception, comment ça se passe. Faire des itérations, en fait, c'est-à-dire de ne pas avoir un modèle uniquement linéaire, se dire que des retours en arrière, ça peut être intéressant. Et le troisième élément de la norme, c'est de bien s'intéresser aux activités des gens, quels qu'ils soient, qu'on ait des données importantes sur réellement ce que font les gens et pas ce qu'on pense qu'ils font. Et en fait, l'idée derrière, c'était de se dire, OK, ça c'est bien, mais finalement, c'est des choses qu'on sait depuis assez longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire en sorte que ces trucs-là, on les mette en place? Eh bien, en fait, on a proposé d'adapter le modèle que j'avais proposé donc, il y a une dizaine d'années du triangle de naissance autour de 3 conditions. La première condition, c'est une condition externe. C'est un modèle qui est basé en fait sur le triangle du feu. Hein, le triangle du feu, en fait, vous avez un comburant, un carburant, et puis une source. Alors une étincelle, voilà, une étincelle, donc une source en fait en réalité de rapprochement des deux composantes et ce que j'ai appelé des conditions catalysatrices en fait. Bon. Et donc, typiquement, l'idée, c'était de dire, voilà, si on veut que ces dimensions organisationnelles se mettent en place dans les projets, eh bien, il faut que de manière extérieure, il y ait un certain nombre de réglementations qui existent
typiquement de prise en compte de ces dimensions utilisateurs, de prise en compte des FOH, et puis aussi des personnels qui managent ça. Hein. Si on a des belles réglementations, mais qu'il n'y a pas de personnel qui manage ça ne marchera pas. Ensuite, il faut des conditions internes, parce que typiquement, si on n'a pas des gens qui sont là pour porter un point de vue, en particulier ces points de vue FOH, ça ne marchera pas non plus. Et puis, il y a ces fameuses conditions catalysatrices. Et ces conditions catalysatrices, c'est comment ces gens-là, ils se rencontrent. Comment, finalement, ils échangent. Alors, il y a des échanges très formels. Hein. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, les autorités font des inspections et où ils émettent un certain nombre d'éléments, etc. Et il y a des revues de projet. Hein. Quand on a voilà, on se rencontre, en fait, typiquement. Et puis, il y a aussi des dimensions un peu plus informelles, mais qui sont très importantes. Et donc, je terminerai là-dessus, puisque finalement, c'est un peu l'objet de ce qu'on fait, c'est-à-dire des associations comme l'IMDR, où justement, les gens, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent discuter, ils peuvent échanger, ils peuvent chercher à se comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Je terminerai juste en conclusion par quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est très important, c'est ce qui va se faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez les rencontres inter-GTR autour de la formation où vous êtes tous invités. Il y a un beau programme avec plein de gens, Yves en particulier, qui est là, et puis plein d'autres gens qui sont donc des membres de GTR, de l'IMDR. Et donc, on va discuter autour de la formation. Donc, c'est un sujet aussi, je pense, qui est important. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rassemblement, c'est une réunion, en fait, où on fait interagir, à la fin, il y a une table ronde, où on fait interagir tous les GTR qui soient de champ technique, sciences pour l'ingénieur, ou de sciences humaines et sociales, autour d'un thème. Et ce thème, on s'est fixé une contrainte quasi oulipienne, Monsieur le Président, qui est de travailler... Oulipienne ce matin, tu peux y aller. Ah, bon, alors, pour ceux qui connaissent, l'Oulipo, c'est une association d'un certain nombre de gens qui ont fait des choses tout à fait remarquables. C'est des mathématiciens à la base, mathématiciens. C'est un groupe, ils ont un site où ils se sont fixés un certain nombre de contraintes pour réaliser un certain nombre de travaux. Donc typiquement, un ouvrage qui est assez connu, c'est un ouvrage qui s'appelle La disparition, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Georges Perec. Et il a écrit cet ouvrage en faisant en sorte de ne jamais utiliser la lettre E. Voilà. Donc, oui, hein, faut y aller, quoi. Donc, nous, fort modestement, nous avons simplement fixé une contrainte qui est d'utiliser simplement intervention. Et c'est pour ça que la première rencontre inter-GTR, c'était sur la configuration. Ensuite, ça a été sur l'interaction, l'intégration, la simulation, la dégradation, voilà. Donc, vous êtes tous invités la semaine prochaine. C'est gratuit, c'est en présentiel ou en distanciel, les deux. Et à l'endroit, c'est le STP. Oui, mais t'as raison, je suis... Pas encore. Ça va être une innovation, peut-être un terme intéressant. Merci Jean-François pour ça, et puis bravo pour la conclusion, parce que finalement tu termines par tous les GTR, alors que là on a démarré par un projet d'un GTR, donc finalement on fait la boucle. Merci François aussi pour la présentation de ton chapitre, merci Emmanuel, merci à tous en ligne d'avoir écouté nos documents et vous ici présents. J'espère même vous ici maintenant, je crois que tout le monde a un ouvrage dans la salle.
Je crois. Hein. J'essaye de voler Ah. tout, mon voisin. Je crois que. Ah, vous rassurez. Je crois qu'en ligne aussi, c'est pareil. Hein, tout le monde en a un. Ah non, Donc, non. Bah, merci à tous. Et puis merci Christophe pour avoir rendu possible ça, hein, finalement. Hein. Jacques, Voilà, ben, il me reste à clore cette réunion qui devait se terminer à 17h, donc nous sommes pile poil à temps, donc je ne vais pas ajouter. Et c'était 16h? C'était GMT plus 1. c'est ça, Denis. N'avait C'est pas- dès que tu fasses le périph', hein, C'est ça. Ouais. En tout cas, merci à l'AFNOR de nous avoir accueillis. Ouais. Et puis je pense que ce partenariat va porter ses fruits au-delà de nos espérances et que nous allons nous retrouver, donc, notamment le 20 autour des GTR. Et bon courage pour la suite. Et merci à tous les membres de l'Institut et aux non-membres qui ont bien voulu venir nous écouter aujourd'hui. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.